Bonjour, bienvenue tous à cette nouvelle édition de Grey Talks. Je suis Alejandro Bonilla Garcia, président de Grey Sales. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Clément Ancert, qui s'interroge et nous interroge si le Covid-19 est l'activiste pour l'environnement qu'il nous fallait. Cécile Molinier, membre du comité exécutif de Grey Sales, va faire l'introduction formelle de Clément et du sujet. Et Manuela Tortora, vice-présidente de Grey Sales, va conduire la session. Seulement 2 mots pour signaler que j'ai vraiment hâte d'écouter Clément, car comme les gens disent, un train peut-on cacher un autre, mais une crise peut-on cacher une autre, ou le contraire. Et comme disait Winston Churchill, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Alors, merci Clément, merci les participants, et la parole est à vous, Cécile et Manuela. Merci beaucoup Alejandro. Comme tu l'as dit, je suis donc membre du comité exécutif de Grey Sales, mais si on m'a demandé de présenter Clément, c'est que parmi nous tous, je pense que c'est moi qui le connais depuis le plus longtemps, étant donné que j'ai eu le plaisir de faire sa connaissance en tant que mentee à l'Université de Genève. Clément a été mon premier mentee et je dois dire de loin celui avec lequel j'ai développé des relations de qualité, tant pour le plaisir de le rencontrer, mais aussi par intérêt. Clément est quelqu'un de très convaincu et de très engagé. Et en fait, quand je l'ai rencontré, que nous avons eu notre première discussion dans le cadre du système de mentorat de l'université, j'ai essayé de comprendre d'où venait sa motivation et son intérêt pour la planète et pour l'environnement. Et j'ai compris en fait que c'était lié à des convictions personnelles et familiales très profondes. Et ce qui m'impressionne beaucoup chez Clément, c'est non seulement son enthousiasme, son engagement et son intérêt très vif pour tout ce qui est lié à la planète, mais c'est aussi le fait que, comme on dit en anglais, he walks the talk, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'être engagé, d'être intéressé et de parler et d'écrire, mais ses actions et sa vie, en fait, traduisent de façon très concrète son engagement. Et c'est pour ça qu'il s'est impliqué dans un certain nombre d'associations. Et c'est aussi pour cela qu'il a fait un tour du monde, je dirais, très écologique, essentiellement par train, en couvrant des distances absolument extraordinaires. Et j'ai eu le plaisir de l'accompagner dans ce tour du monde via Facebook. Et c'était une très, très belle expérience. Et c'est pour tout cela que nous avons proposé à Clément de faire partie de cette série de Grey Talks et aussi que Manuela et moi, nous l'avons pressenti pour le dialogue que nous organisons au mois de novembre, ce nouveau dialogue intergénérationnel qui doit rassembler donc les générations, bien sûr, mais aussi les activistes, les militants d'une part et d'autre part les experts et les praticiens du développement qui gravitent dans l'orbite des organisations internationales autour de thèmes dont le climat et l'environnement, mais aussi les inégalités, mais aussi le genre, en nous demandant dans quelle mesure justement l'action de ces activistes, de ces militants peut et comment est-ce qu'elle peut influer sur les débats et les décisions prises dans les cercles des organisations internationales. Et quand on a choisi ce thème du dialogue, bien sûr, c'était avant la pandémie, mais je dirais que la pandémie, en fait, nous montre à quel point ce type de dialogue est indispensable et à quel point il est urgent d'avancer dans ce sens. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, dans ces discussions, on va pouvoir avancer un certain nombre d'actions, de pistes concrètes, de façon à pouvoir réfléchir effectivement aux opportunités que ces crises nous offrent, en même temps, bien entendu, que des risques dont nous sommes tous conscients. Donc, je vais m'arrêter là, c'est déjà beaucoup, et je te repasse la parole, Manuela. Merci.
Merci beaucoup, Cécile. Effectivement, je crois que tu as brossé un portrait assez, non seulement complet, mais vraiment très réaliste de notre invité d'aujourd'hui. Les règles du jeu, je crois que vous les connaissez, ou presque tous sont nos invités abonnés au Great Talk, si je peux dire, presque tous, mais en tout cas, les règles du jeu, c'est d'écrire vos commentaires ou vos questions dans la colonne à droite qui s'affiche sur votre écran, une colonne blanche, et qui s'ouvre en ouvrant l'icône en bas qui dit converser ou chat, de telle sorte que je puisse plus ou moins je dis pas les ordonner, mais enfin essayer de les regrouper si c'est nécessaire. Mais comme nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, je crois qu'on va pouvoir aussi les faire en direct, si je peux dire, c'est-à-dire en ouvrant votre micro. Mais entre-temps, s'il vous plaît, gardez votre micro fermé, ça facilite l'audio de Clément, en l'occurrence, qui va nous parler sur ce sujet passionnant. Clément, c'est à toi, on t'écoute. Très bien. Bon, déjà, merci Cécile pour l'introduction et merci à Grace pour l'invitation. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, même si aujourd'hui je parle devant un public que j'ai pas l'habitude, à qui j'ai pas l'habitude de m'adresser d'habitude. Donc voilà, je vous remercierai d'être compréhensif quand je parle. Je parle du haut de mes 27 ans et du peu d'expérience que j'ai de la vie et du monde. Voilà. Donc, sans autre, je vais commencer. Alors, donc le thème que j'ai choisi, c'est Covid-19, l'activiste pour l'environnement qu'il nous fallait. Donc, comme on le sait tous, aujourd'hui, on est dans une situation de confinement depuis plusieurs semaines. On voit que le virus a eu un grand impact sur notre vie au quotidien et ça a eu plusieurs conséquences sur l'environnement. Des conséquences directes. Alors, par exemple, on se rend compte que tout d'un coup, les Indiens en Inde peuvent voir l'Himalaya à plus de 200, parfois 300 kilomètres, alors que pendant les 30 dernières années, c'était complètement impossible à cause de la pollution atmosphérique. On se rend compte aussi que les rivières sont plus propres, puisque les industries pour la plupart sont à l'arrêt et que donc elles font moins de rejets. On voit des animaux plus. On a pu voir ces kangourous qui se baladaient dans les villes australiennes, ou alors les dauphins dans les côtes méditerranéennes, ou même des poissons qui sont revenus dans les canaux de Venise auparavant trop sales. Et si vous sortez dehors, vous entendrez beaucoup plus d'oiseaux que d'habitude, en espérant qu'ils chantent le retour d'un printemps 2020 qui annoncera enfin une renaissance. Donc voilà, ce Covid-19, à première impression, a l'air d'avoir des conséquences plutôt positives sur l'environnement. Malheureusement, il y a beaucoup qui se cachent derrière cela. Déjà, pour nous humains, c'est une situation qui n'est pas tenable sur le long terme. Personnellement, en tout cas, ça me manque beaucoup de voir mes amis, d'avoir une vie sociale épanouie. Et donc, clairement, on ne peut pas continuer comme ça si on veut protéger l'environnement. Ce n'est pas une solution viable à long terme. Donc voilà. D'autant plus que les conséquences positives que l'on observe maintenant pourraient bien se tourner en conséquences négatives. Par exemple, comme je l'ai dit, l'air est plus pur. On a beaucoup moins de rejets de CO2 dû à l'arrêt des industries. Mais quand et si l'industrie recommence, parce qu'il va falloir relancer l'économie, enfin, c'est ce qu'on dit, et bien à ce moment-là, les rejets de CO2 pourraient de nouveau augmenter et puis ça aurait été qu'un court répit pour la planète. Donc, comment faire après le Covid-19 pour éviter de retomber dans la situation dans laquelle on était avant? Alors, cette situation dans laquelle on est maintenant, je ne dis pas qu'on l'avait vu venir, mais on se doutait que quelque chose allait arriver. En fait, effectivement, ça fait un moment qu'on utilise la planète, qu'on utilise l'environnement de manière non viable à long terme, et un jour ou l'autre, ça allait nous retomber dessus. Alors, aujourd'hui, en période de confinement, on parle beaucoup déjà de la reprise économique, de la relance, éviter la récession. Mais pourquoi?
en fait, depuis maintenant plusieurs décennies, le motto des pays dans le monde entier, c'est la croissance. Donc la croissance économique, bien sûr, qui apparemment serait source de bien-être et de qualité de vie pour l'être humain. Ce qui est en partie vrai, mais seulement en partie. Et c'est aussi quelque chose que je vous présenterai pendant ma petite introduction. Donc, je ne sais pas si vous êtes sans doute familier avec le SPI, le Social Progress Index, qui mesure, en gros, la qualité de vie des êtres humains. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous montrer en quoi ça consiste. Voilà. Voilà, donc ce Social Progress Index, il définit, il fait un calcul en fonction de à quel point les besoins humains de base sont remplis. Donc, l'alimentation, l'accès à l'eau potable, la sécurité, l'abri. Et puis aussi des critères un peu plus avancés. Donc, l'accès à la connaissance, l'accès à l'information, à la santé, au bien-être, l'accès à un écosystème qui nous fait la présentation. En bonne santé. Et puis aussi les droits, la liberté d'expression, la liberté d'agir, de se déplacer, l'égalité, l'accès à l'éducation et toute une sorte, et plein d'autres critères. Donc c'est aujourd'hui de cette manière qu'on peut calculer la qualité de vie dans un pays donné. Or aujourd'hui, nos pays, comme je l'ai dit, se basent uniquement sur la croissance pour savoir si leur pays va bien. Telle année, on a eu 2% de croissance, ça va bien. Une autre année, seulement 1%. Cette année, vous le savez, on risque d'avoir une récession, en tout cas dans la plupart des pays développés à cause de ce virus. Et alors, comment est-ce que cette croissance ou cette récession est en lien avec le Social Progress Index, donc avec notre qualité de vie? Vous avez sans doute déjà vu ce graphique qui donc justement met en corrélation cet indice de qualité de vie et la croissance. Donc comme vous pouvez le voir, pour les pays moins développés que les pays européens ou américains, les pays de l'OCDE, on voit qu'effectivement il y a une forte corrélation entre développement économique et progrès et amélioration de la qualité de vie. On voit, c'est le cas de l'Inde, la Chine, Philippines, enfin voilà. On voit que dans la première partie de la courbe, c'est presque exponentiel la manière dont la qualité de vie augmente avec le critère économique. Mais quand on arrive aux pays plus développés, donc dans la deuxième partie de la courbe, on voit que la relation est moins évidente. On observe d'ailleurs des pays avec une croissance économique plus faible, avec un PIB plus faible, qui ont une qualité de vie supérieure à d'autres. C'est le cas, par exemple, du Canada par rapport aux Émirats arabes unis, ou même du Canada par rapport aux États-Unis. Il y a un point, je ne sais pas si vous voyez ma souris mais il y a un point tout en haut à droite, au-dessus de la Britain, qui est, je pense, la Nouvelle-Zélande, qui a pour l'instant, à ce jour, l'indice de qualité de vie le plus haut et pourtant est loin d'avoir le PIB le plus fort. Donc, ça c'est un des problèmes qu'il va falloir traiter par la suite. Je pense qu'aujourd'hui, nos sociétés modernes, en tout cas nos sociétés de pays développés, ne peuvent plus se baser uniquement sur la croissance pour montrer l'amélioration de leur qualité de vie, la qualité de vie de ses habitants. Ce qui aujourd'hui est encore utilisé de manière générale. Chaque pays cherche à améliorer sa croissance, faire plus avec moins de ressources, etc. Or, on sait que notre planète a des limites. Elle n'est pas infinie, elle n'a pas des ressources infinies. Or, donc, une croissance infinie est impossible. C'est prouvé et le rêve de la croissance infinie est bien ce qu'il est, c'est un rêve. Donc,
à partir de là, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte, enfin, comment est-ce qu'on change le focus de ce qu'on a mis sur cette croissance et plutôt le focaliser sur l'amélioration de la qualité de vie, justement. Alors, pour ça, il y a de nombreux points qui sont possibles. Et un des premiers points que j'ai noté moi et qui, alors, personnellement me parle beaucoup, c'est travailler moins. Et alors, je sais qu'en disant ça, beaucoup de gens se disent « Ah, ces jeunes, ils ne veulent plus travailler aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est la valeur du travail, etc. etc. » Ce qui est complètement faux. Moi, les périodes de ma vie où j'ai été le plus épanoui, c'était des périodes où je travaillais. Attendez, check. Vous avez toujours le partage d'écran là? Check. Comment j'enlève le partage d'écran? En haut, en rouge. En haut, en rouge. Très bien, merci. Voilà. Donc effectivement, travailler moins. Pourquoi travailler moins? Personnellement, j'aime travailler, mais pas 50 ou 40 heures par semaine. J'ai récemment commencé un job à plein temps et je me suis rendu compte que même si j'adore ce boulot, j'ai pas le temps de faire toutes les autres activités que j'aimais beaucoup faire. De la randonnée, de la musique, de la danse, du chant. Enfin voilà, j'avais plus le temps pour faire toutes ces activités qui me définissent tout autant que le travail que j'ai. Et je trouve aujourd'hui que c'est un bon signe de ce problème quand la première chose qu'on demande aux gens, après leur prénom, c'est qu'est-ce qu'ils font dans la vie, et ce qu'ils font, c'est toujours leur travail. Je dois vous avouer que quand j'ai vu la fiche de présentation de ma conférence et que j'ai vu mon titre, donc mon emploi à côté, ça m'a fait un petit peu bizarre parce que ah bon, j'étais défini par mon emploi, quoi. Alors que clairement, je suis beaucoup plus que mon emploi. Et cet emploi, je ne vais sûrement pas le garder toute ma vie. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on vit dans une société qui est définie par dont notre valeur est définie par le travail qu'on a. Et quand je pense à ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces gens qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que moi en termes d'études, en termes de qualité de vie, d'accès à l'éducation, et qui doivent, pour des raisons financières, faire des jobs, faire des emplois moins gratifiants que celui que je fais en ce moment-là et qui me plaît beaucoup. Donc voilà. Travailler moins, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change dans notre mode de vie? Alors, je pense que c'est quelque chose que beaucoup ont pu expérimenter au cours de cette crise du coronavirus, justement, parce que voilà, il fallait plus aller au bureau, il fallait beaucoup moins aller dans des regroupements, et donc ça voulait souvent dire ne plus aller à l'entreprise, ne plus aller dans les bureaux, etc., etc. Donc on travaillait beaucoup depuis chez nous, mais de manière générale, la charge de travail était quand même plus réduite. Le temps de trajet aussi était annulé, donc ça nous laissait plus de temps pour faire les choses qu'on aime faire. Plus le temps pour faire son jardin, cultiver ses propres légumes, plus de temps pour cuisiner, plus de temps pour apprendre, plus de temps pour prendre soin de nos proches et de notre environnement. Donc clairement, je pense que ça, c'est un point important. Et j'entends déjà aux informations parler les dirigeants qui disent que quand la reprise sera là, il faudra travailler plus, il faudra supprimer nos jours de congé, il faudra faire des heures supplémentaires sans les compter pour la relance économique. Mais la relance économique, comme on a vu, elle n'a aucun impact sur l'amélioration de la qualité de vie, de nouveau dans nos pays développés. Donc, elle n'a plus de sens. On court après une croissance qui se suffit à elle-même, mais qui n'a plus aucun intérêt au-delà d'elle-même. Donc voilà, je pense que c'est un point important. Comment est-ce qu'on arrive à ne plus se focaliser sur la croissance et à plutôt mettre en avant les valeurs de protection de l'environnement, de social, d'apprentissage, d'éducation, etc. C'est ces valeurs vers lesquelles nous devons aller. Donc, comme Cécile vous l'a dit à l'introduction, moi j'ai toujours été très actif dans le développement durable. Donc j'ai participé à beaucoup de projets, d'événements pour faire connaître aux gens le développement durable, le favoriser,
et le populariser. Et donc, je crois forcément beaucoup en l'implication de l'individu. L'individu a un rôle très fort dans ses achats, dans ses actions au quotidien, dans ses lectures, dans ses fréquentations, dans tous les compartiments de sa vie, il a un impact. Mais le rôle de l'individu s'arrête au moment où le rôle des dirigeants et des gouvernements prend place. Parce qu'effectivement, l'individu a un rôle majeur, mais on ne peut pas demander. Mais aujourd'hui, il est aberrant de payer l'avion plus cher que le train pour faire un trajet Lyon-Barcelone ou Genève-Londres. Il est aberrant de payer une tomate qui a été cultivée localement et de manière durable, de la payer plus cher qu'une tomate cultivée à des centaines de milliers, voire des milliers de kilomètres, souvent hors sol et nourrie aux pesticides. Il est aberrant de payer un meuble suédois fabriqué avec du bois roumain plus cher qu'un meuble fabriqué par un artisan local avec du bois coupé dans la forêt voisine. Il est aberrant de payer plus cher pour la réparation d'un objet, que ce soit téléphone ou appareil ménager, de payer cette réparation plus cher que l'achat de ce même objet neuf. Et il est aberrant de payer une chemise ou une robe qui est fabriquée à partir de coton cultivé durablement plus cher qu'une autre qui est fabriquée par des enfants exploités en Asie du Sud-Est. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, et depuis maintenant de nombreuses années, l'écologie, la protection de l'environnement, c'est un problème de riches. Parce que forcément, on ne peut pas demander à la mère célibataire ou à l'étudiant qui doit jongler avec 2 différents boulots pour payer ses études de faire tous ces sacrifices. Ça, c'est à l'État de le faire. C'est à l'État de mettre en place les instruments nécessaires pour que vivre en respectant l'environnement soit moins cher que vivre en le détruisant. Et donc, c'est là ma conclusion principale. Et pour terminer, j'aimerais citer Einstein qui a dit « La folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant un résultat différent. » Et j'espère sincèrement qu'en sortant de cette crise du coronavirus, on fera différemment et on apprendra de nos erreurs. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, je suis sûr que vous avez des réactions. Je vois converser qu'il y a peut-être des questions. Non. Donc voilà, si vous avez des questions, des réactions, je suis très, très ouvert à toute réaction parce que forcément, j'ai fait, avec mes connaissances sur le sujet, je suis sûr que vous avez beaucoup à apporter à la discussion. Donc, je vous écoute. Merci Clément. Oui, effectivement, comme je le disais au début, simplement faites-nous part de vos questions ou réactions ou commentaires simplement. Si vous voulez les écrire à droite, c'est bon, ou sinon simplement faites-nous un signe et on ouvrira votre micro pour que vous la fassiez directement. J'ai moi-même déjà énormément de réactions, mais je vais me retenir. Bien entendu, c'est le rôle du modérateur de donner la priorité à ceux qui ne sont pas modérateurs ou modératrices en l'occurrence. Alors voilà, le débat est ouvert et allons-y, voyons qui veut se lancer en premier. Il y a beaucoup de choses à discuter ici. Ursula? Oui, on va ouvrir. Oui. Voilà. Bon? Oui, c'est bon. Alors, d'abord, merci beaucoup Clément pour ce que tu nous as pu apporter. Ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que je me dis, quand tu l'entends, hein, ça a l'air tellement logique, tellement clair. Alors, comme de se dire pourquoi on n'avance pas. Hein, alors, c'est un petit peu parce que certains des arguments, je les ai déjà entendus dans d'autres contextes. Mais parfois, ça me déprime un petit peu parce que moi, je viens du contexte plutôt de la santé au travail où on a tous les retours de cette exagération. Hein. Quand tu as dit que, voilà, travailler, oui, tu adores travailler, mais pas infiniment. Hein. Alors, il faut aussi avoir du temps pour autre chose. Et tout ça, c'est connu. Puis on sait qu'il a la moitié de la population qui est complètement à la limite, qui a un quart de la population qui a déjà basculé dans la zone rouge par rapport au stress. Et malgré ça, on continue de croire qu'il faut autant travailler. Et puis, avec tout ça, on perd un peu
la proximité avec la nature et avec nos proches. Donc, tu vois, quelque part, ce qui me désole quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est tellement logique, mais on n'avance pas. Alors, peut-être dans le groupe, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire? Il y a des solutions qui sont proposées au niveau politique, mais je veux dire, par exemple, salaire universel n'a pas passé, plein de choses qui ne passent pas. Donc, comment on peut faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de personnes qui adhèrent à cette logique? Bon, alors là, j'ai juste ma première réaction, oui. Peut-être les autres veulent répondre ou toi, tu veux répondre à ça. Non, effectivement, c'est vrai que c'est des problèmes qui sont pas nouveaux, hein, et je pense qu'aujourd'hui, si ça s'est pas fait, c'est qu'il y a clairement des conflits d'intérêts, notamment parmi les gouvernements et les dirigeants de ce monde. Et voilà, il y a le conflit d'intérêts entre les visions à court terme et à long terme, et puis économiquement, souvent c'est pas compatible avec la protection de l'environnement ou même l'amélioration de la qualité de vie de manière générale. Donc ça, c'est ce problème qu'il va falloir régler, effectivement. Clément, il y a deux questions de Vlasta qui se relient et qui s'enchaînent assez bien, je pense. La première concerne justement le mode de vie écologique qui est, comme tu l'as dit dans tes exemples, plus cher que celui qui nuit à l'environnement, donc il y a un problème de coût à considérer. Et deuxième question, est-ce qu'on va pouvoir financer le progrès social et la protection de l'environnement sans croissance économique? Là, sur ce sujet, j'aurai moi-même énormément de soucis, mais de nouveau, je ne vais pas les mettre en avant maintenant. Je ne sais pas si tu veux répondre ou prendre d'autres questions, Clément. Non, alors je peux tenter une réponse, bien sûr, hein, c'est toujours avec mes connaissances et mes moyens. Donc, par quelle mesure peut-on rendre le mode de vie écologique moins cher que celui qui nuit à l'environnement? Alors là, de but en blanc, comme ça, j'ai pas d'autre réponse que taxer les produits qui ne sont pas qui sont nuisibles à l'environnement et au contraire plus donner de subventions et favoriser la production de produits plus respectueux de l'environnement et de notre planète. Comme ça, je vois pas de but en blanc, je vois pas d'autres mécanismes qui pourraient assurer cette remise à niveau des coûts. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des suggestions. Quant à la deuxième question, est-ce qu'on va pouvoir financer le progrès social et la protection de l'environnement sans croissance économique? Alors, c'est un bon point. Et j'aimerais pour ça revenir au graphique que je vous ai montré tout à l'heure, sur lequel on voit notamment ce point-là, le Costa Rica, qui a une qualité de vie bien supérieure à beaucoup de pays qui ont un PIB plus élevé. Donc, je veux dire, on pourrait simplement tous revenir au niveau de vie et au PIB du Costa Rica, ou alors pour les pays développés, la Nouvelle-Zélande, qui est là tout en haut. Et donc, pour ça, il n'y a aucune croissance économique à avoir puisque le PIB est inférieur à la plupart des pays développés, avec une qualité de vie supérieure. Et j'ai moi-même eu la chance d'aller en Nouvelle-Zélande. Et effectivement, la qualité de vie est tout autre. Hein. Les gens sont beaucoup plus heureux parce qu'ils ont moins de travail, ils ont beaucoup plus de temps libre, ils peuvent plus profiter de la nature. Alors certes, les conditions sont différentes, il y a beaucoup moins de monde, l'île est peu peuplée, elle a été découverte plus récemment. Mais voilà, il y a clairement des solutions qui existent et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il suffit de copier certains modèles qui existent déjà dans d'autres pays. Le Costa Rica, vous le savez sans doute, produit son électricité à 99% à partir de sources renouvelables et vise 100% dès cette année 2020, il me semble. Donc clairement, les solutions, elles existent et ne demandent pas forcément, pour nos pays développés, une croissance économique. Pour tous les pays qui sont encore en phase de transition, c'est clair que ça demande une certaine croissance économique, mais qui n'a pas besoin d'être jusqu'au niveau de nos pays développés aujourd'hui. Voilà, Manuela, tu m'as dit que tu avais quelque chose à partager sur le sujet, donc j'écoute avec plaisir ce que tu as à dire. Oui, mais d'abord, je vais donner la place à la question de Federica qui concerne par contre une autre chose que tu as mentionnée, c'est que nous aimons bien travailler moins d'heures, mais souvent, simplement, nous n'avons pas
les moyens de le faire, puisqu'il est difficile de joindre les bouts à la fin du mois. Et donc, c'est une question de nouveau non pas seulement de temps, mais d'avoir l'argent pour faire d'autres choses qu'on aimerait faire. Après, oui, si tu veux, on pourra revenir sur l'histoire du modèle économique. Tu veux peut-être adresser la question de Federica d'abord? Oui, alors effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de travailler moins juste parce que financièrement, eh ben, ils s'en sortiraient pas. Et ça, c'est une chance qu'on a, notamment en Suisse, où je sais que la plupart de mes camarades, ils se réjouissent de faire un 60 ou un 80% pour avoir plus de temps et malgré tout pouvoir vivre, pas dans le luxe, mais de manière tout à fait correcte et agréable. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit être adressé de la part des dirigeants, je pense. Et comme ça a été mentionné avant, on parle beaucoup ces dernières années du revenu universel, qui, je pense, est une idée à creuser. Parce que pour moi, travailler, ce n'est pas une obligation. L'obligation, c'est de contribuer à la valorisation et à l'amélioration de la qualité de vie de la société. Et ça passe par plein d'autres choses que le travail en usine, que le travail en bureau. Ça peut passer par les arts, ça peut passer par la musique, par la création d'objets. Donc voilà, je pense que il doit y avoir une refocalisation de comment on fonctionne tous les jours, quoi. Et effectivement, ça c'est pas possible sans une intervention de l'État qui doit changer les salaires, etc., etc. Donc voilà, ça demande et clairement c'est un processus qui demande beaucoup de travail et où il y aura des perdants, les industries de l'aviation, les industries polluantes, le pétrole, etc. Mais c'est tous des changements qui sont nécessaires. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et voilà, si tout le monde après s'en sort à meilleur compte, autant le faire, même s'il y a quelques années difficiles à passer. Et merci. Il y a une question de Oxane qui se réfère de nouveau plutôt aux politiques économiques et qui suggère donc une planification de l'économie pour adresser les questions soulevées par Vlast, entre autres, et par exemple aussi une nationalisation de nombreux moyens de production, et ce qui pourrait peut-être être une voie à considérer. Clément, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai entendu que la moitié de la question. J'ai entendu la nationalisation et puis j'ai pas entendu la première partie. Désolé. Et est-ce que la planification de l'économie et la nationalisation de certains moyens de production pourraient également être une politique valable dans le cadre des idées, des objectifs que tu as en tête? Alors, oui, je pense que ça peut être une idée valable. C'est pour ça que dans cet objectif, je ne sais pas encore si un changement de système est nécessaire ou pas. Là, on s'attaque à quelque chose de beaucoup plus difficile et j'aimerais dire que le changement de système n'est pas nécessaire pour arriver à ce résultat. Malheureusement, la manière dont la société fonctionne aujourd'hui, basée sur le profit et le capitalisme, eh bien, me fait douter quant à la possibilité de la réalisation de ces objectifs sans changement complet de système. Voilà, même si j'aime le croire. Oui, merci. Je crois qu'Alejandro voulait faire un commentaire ou poser une question. Alejandro? Oui, merci Manuela. D'abord, merci beaucoup pour la présentation, Clément. Il y a beaucoup de points qui tu as repris que j'avais déjà en tête. D'abord, la découverte de l'Himalaya et de Taj Mahal sans pollution, c'est quelque chose d'inouï, mais qui m'a surpris beaucoup parce que moi, je croyais que le dommage qu'on avait fait sur l'environnement était plus durable que ça. Et je me rends compte que si on arrête 2-3 mois l'activité, tout revient. Il y a des cerfs qui se baladent à Versoix, il y a le dauphin qui nage un peu plus librement un peu partout, et on peut regarder que la pollution diminue. Alors je me demandais si on pourrait pas promouvoir une sorte de ramadan écologique, que tous les 3 ans on arrête tout pour que les choses viennent. Alors je me demandais. Et puis tu as repris un point qui est la croissance. Et la croissance, il y a une certaine logique. Moi, je suis pas pour la croissance, et surtout pour la croissance aveugle, mais il y a une certaine logique. Parce que moi, je suis actuaire. Et les acteurs, c'est très proche des démographes. Mais on met des sous sur les projections.
Et on voulait avoir une croissance économique qui soit au moins pareille à la croissance démographique. Parce que sinon, tu avais déjà plus de gens dans le bateau, mais il y a moins de produits à distribuer. Alors, c'est un appauvrissement de la population si la croissance ne suit pas la démographie. Et là, nous sommes tributaires du progrès et des politiques, parce qu'il y a eu une diminution de la natalité, mais pas aussi importante que la diminution de la mortalité. Alors maintenant, c'est pas rare qu'on vive jusqu'à 90 ans. Alors, on passe la moitié de sa vie entre peut-être 0 et 20 sans travailler, et entre 60 et 90 sans travailler. C'est 50 ans sans travailler. Alors, comment faire l'équilibre, surtout sur des systèmes de sécurité sociale qui, pour la plupart, pénalisent le travail. Ils ne pénalisent pas encore les robots, ils pénalisent non plus la modernité, mais tout est lié, le système de bien-être est basé sur le travail. Mais nous sommes des gens sur un même bateau où la moitié de notre vie, on ne pourra pas travailler, et c'est un peu aussi le produit du progrès. Avec l'obsolescence, maintenant avec Zoom, on peut voir que nos collègues les plus jeunes, ils sont tous là. Mais les plus âgés, ils ne sont pas tous. Ils ne sont pas tous comme Yves Belvedere ou comme moi, après la retraite, de pouvoir rejoindre. Alors, l'obsolescence nous fait que c'est pas qu'on ne veut pas travailler, on ne peut pas travailler dans les moyens. Et si on ne peut pas travailler, on ne peut pas financer. Et si on ne peut pas financer, on n'a pas accès au bien-être. Alors là, on cherche la solidarité des gens. Et la solidarité, c'est quelque chose qui est aussi presque dirty word. La solidarité, c'est pas gagné. Et quand on pense à mon bien-être, ma musique, mon épanouissement, mes vacances, on passe pas toujours au bien-être des autres. Et maintenant, on le voit avec les masques. Les masques, c'est pas seulement pour soi-même, c'est pour les autres. Et on voit que même avec le port d'un simple masque, il n'y a pas vraiment de solidarité. Alors, quand on demande de changer le modèle, et la dernière chose que je dis, bon, il y a aussi l'équilibre entre offre et la demande. Et nous, en tant que consommateurs, on demande de tout. Il y a des choses qui sont très logiques. Tu as cité des exemples vraiment très, très clairs. Mais on change de vêtements toutes les semaines, on change de téléphone tous les 3-4 mois. On n'est pas pour le durable en tant que consommateur, la plupart des gens. Alors, merci. Il me semble qu'on peut passer des heures avec toi. Merci. Merci, Alejandro. Je voudrais me raccrocher d'une façon assez opportuniste aux commentaires d'Alejandro pour développer justement ce que j'ai en tête depuis le début de la présentation de Clément. Et là, Clément, je t'avertis, je vais être l'avocat du diable. Donc, je suis délibérément provocatrice, même plus que d'habitude. Ta présentation, qui n'est pas seulement la tienne, évidemment, c'est un peu celle de tous les environnementalistes en général, reflète, c'est vraiment le miroir d'une vision très européenne, ou en tout cas très pays industrialisé, pays développé, pays riche, qui un peu, tu l'as mentionné, peut se payer le luxe, si je peux dire, de penser à travailler moins, de penser à protéger l'environnement, de penser à freiner la croissance mesurée en PIB, etc. C'est vraiment un luxe. Personnellement, moi, je viens, professionnellement surtout, mais aussi personnellement, je viens d'Amérique latine. Je viens d'une vision qui m'a marqué énormément, une vision du développement où le point de départ de tout développement et de toute réduction de la pauvreté, qui est notre souci majeur dans cette région, part de la croissance mesurée en PIB, et donc de la croissance au sens le plus pur, le plus simpliste, si on veut, le premier indicateur macroéconomique, le tout bête. Et même en Amérique latine, pendant beaucoup de décennies, on n'a pas seulement misé là-dessus, pas seulement en Amérique latine d'ailleurs, dans d'autres régions également, mais avec une formule presque mathématique qui n'a jamais été écrite nulle part, mais qui a été dans la tête des politiciens
latino-américains depuis les années 50 ou 60. Et la formule presque mathématique est la suivante. Dans un pays à population moyenne, donc pas trop grand, mais pas trop petit non plus, c'est là où j'écarte par exemple le Costa Rica qui ne rentre pas là-dedans. Et en population moyenne, ça veut dire un pays du genre Argentine, Chili, Pérou, ne peut pas commencer à réduire la croissance de sa pauvreté si la croissance de son PIB est inférieure à 5% pendant une période inférieure à 5 ans. Ce qui veut dire, en d'autres termes, pour pouvoir commencer à réduire la pauvreté, il faut absolument croître à un minimum de 5% par an, mesurant un PIB, parce que la population, comme l'a dit Alejandro, est la croissance de la population est supérieure à la mortalité. Et donc, le taux de pauvreté ne peut pas descendre en dessous de cette quantité de PIB qui doit être en plus stable. Et c'est la chose la plus difficile, pas seulement de 5%, qui est déjà pas mal, mais en plus, on doit la maintenir. L'exemple de la Chine nous a démontré qu'effectivement, cette formule, évidemment ajustée à la population chinoise, mais que cette formule, pendant des années, a garanti le développement et la réduction de la pauvreté en Chine. Elle nous a été également démontrée pendant les Millennium Development Goals, là où on ne pensait pas que le premier goal, le premier objectif, réduire la pauvreté, pouvait être possible. Et ça a été possible parce qu'il y a eu croissance économique. Donc, du point de vue des pays en développement, et de nouveau, j'écarte le Costa Rica qui pour moi est un mauvais exemple, je suis désolée, c'est une question de modèle. Malheureusement, nous n'avons pas de modèle alternatif pour l'instant. Ne parlons pas, comme Vlasta l'a noté dans son commentaire, de planification centrale. Là aussi, surtout en Amérique latine, on est passé par ça, on a tout essayé. On n'a pas encore trouvé de modèle qui soit vraiment une bonne alternative, surtout si on a la réduction de la pauvreté en tête, et c'est ça qui me hante tous les jours. Et l'impact de la pandémie, nous le savons, c'est surtout dans les pays pauvres où on va doubler, on va perdre tous les efforts qui ont été faits pendant 15 ou 20 ans pour réduire la pauvreté, ils vont être perdus en quelques mois. Enfin, c'est absolument catastrophique et ça, de nouveau, je pense que c'est un luxe de commencer à penser ici si on peut travailler à moins d'heures, si on peut protéger les rivières et les canaux de Venise, ce qui me paraît très bien d'ailleurs, j'adore Venise évidemment, ma mère est vénitienne alors je pense, mais je veux dire, c'est vraiment une mentalité qui est malheureusement très ancrée dans la situation réelle des pays les plus développés, vraiment les plus riches en plus. Voilà, je pose mes provocations sur la table. Très bien, merci. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Et d'ailleurs, moi, pendant ma présentation, j'ai essayé de le faire passer le message, mais vraiment, cette idée que la croissance économique n'était plus un modèle à suivre, c'était vraiment pour les pays qui sont déjà développés. Et clairement, comme je ne vais pas vous remontrer encore une fois le graphique, mais clairement pour les pays qui sont encore en voie de développement, et il ne faut pas arrêter la croissance économique puisqu'elle est source d'amélioration de la qualité de vie. Mais quand on arrive à un PIB qui est supérieur à 25 000, 30 000 dollars par an, par personne, ça sert à rien de continuer parce que on voit. Moi, je me suis amusé avec les chiffres. Après, je peux vous montrer un graphique. Au-delà de 25 000 dollars par an, par personne, il n'y a plus du tout de relation linéaire. C'est-à-dire que il y a même une décroissance. Je peux vous montrer les chiffres. Je les ai là, si vous voulez. Si ça vous intéresse. Attendez, check. Donc, j'ai pris les sources du SPI, Social Progress Index, et ceux du PIB par habitant, donc les données de la Banque mondiale. Et ça me donne, check, c'est où? Là, check, partager. Voilà, donc ça, c'est uniquement les 15 pays les plus riches. Donc, vous voyez, Luxembourg, Suisse, jusqu'à l'Allemagne. Donc, là, on est au-dessus de 47 000 dollars par personne par an. Et on voit que la relation, elle est même négative. Donc, je veux dire, il n'y a plus aucune relation du tout entre la croissance économique et le développement. Donc, Manuela, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Les pays en développement, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique, il faut qu'ils continuent la croissance économique parce que c'est que comme ça qu'ils vont arriver à une qualité de vie suffisante. Mais dans nos pays, ça ne sert plus à rien. À quoi ça sert d'avoir un nouveau téléphone chaque année, de changer de voiture tous les 5 ans? Ça n'améliore pas notre qualité de vie. Au contraire, ça pourrait la diminuer. On voit aussi l'impact du travail, les burn-out, les dépressions, parce que les gens travaillent trop. Et de nouveau, effectivement, c'est pour les pays développés. Et je ne veux pas faire une généralité sur l'ensemble de la planète.
mon discours que j'ai, c'est pour nos pays développés. Et c'est aussi pour donner un modèle pour les autres pays. Quand ils arriveront à un niveau de qualité de vie suffisant, et ben pour leur montrer qu'il n'y aura pas besoin d'aller plus loin, quoi, parce que au-delà de ça, c'est presque une dégénérescence. Et la société fonctionne à l'envers. Elle fonctionne pour la croissance, alors que c'est la croissance qui devrait fonctionner pour la société. Et aujourd'hui, on est loin d'en être là encore. Voilà. Peut-être que mon avis est un peu tranché, mais je pense qu'il est justifié. Et de nouveau, hein, je ne fais pas une généralité à tous les pays et à tous les gouvernements. Merci Clément. Simplement pour noter également un commentaire de Vlastia qui se réfère à une question ou un commentaire précédent concernant la planification centrale et la propriété des moyens de production étatiques. Là, sur ce sujet, Oksane avait demandé des éclaircissements de ta part quant à ta réponse précédente. Est-ce que c'est possible sur cette question de modèle? Oui, alors ça, j'avoue que je n'ai pas du tout creusé la question de modèle. Hein. Comme je vous ai dit, je pense que cette solution, elle est applicable dans le modèle existant. J'en suis juste pas certain. Et puis ça, j'ai pas de documentation ou de papier pour le prouver. Et je sais bien que le système ou le modèle communiste n'est pas idéal. Et je suis pas du tout marxiste ou communiste ou quoi que ce soit. De ce côté-là, je dois avouer mon incompétence et ma non-connaissance. Donc voilà, je suis là pour voilà, je montre du doigt ce que je pense qui ne va pas. J'ai pas toutes les solutions pour le mettre en place. Sinon, vous pensez bien que j'aurais déjà écrit au président. Merci Clément. Il y a une commentaire question de Oksane sur le réchauffement climatique. On sait que les émissions de gaz à effet de serre continuent à faire chauffer l'atmosphère. Peut-être tu voudrais élaborer là-dessus? Est-ce que je peux prendre la parole, pardon? Désolée, parce que je ne m'exprime pas de vive voix et désolée, mais en fait, j'ai écrit plusieurs fois en privé sans le faire exprès à Manuela, alors que je voulais écrire à tout le monde. Donc, voilà, c'est bête, mais j'arrive pas à copier-coller les messages en plus, ce qui est très étrange. Non, en fait, c'était pour rebondir sur ce qu'avait dit le monsieur tout à l'heure. En vrai, j'ai pas votre nom qui s'affiche, c'est juste marqué Grey Cells Association, donc malheureusement, monsieur. C'est le président de Grey Cells, monsieur Alejandro Bonilla. Alejandro, ah ben, encantada. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que malheureusement, arrêter toutes les industries polluantes pendant un certain temps, c'est une solution qui est franchement encourageante, mais en même temps, on voit aussi que ce qui a déjà été déversé dans l'atmosphère continue à faire le travail de réchauffement. Donc, le problème, c'est que ça ne suffira pas de faire des jeûnes de pollution périodique, mais il faut vraiment qu'on trouve un moyen en fait d'arrêter ces émissions. Et j'essayais de vous trouver un lien parce qu'il y a quelques temps en arrière, j'ai suivi les conférences de Extinction Rébellion qui avait fait venir plein de gens très intéressants et notamment Jacques Dubochet avait fait une intervention pour nous parler du réchauffement climatique. Et voilà, donc lui, il disait que voilà, on est dans une situation catastrophique d'un point de vue du réchauffement et que on sait déjà que si on ne change rien à notre mode de production, on va se retrouver très rapidement avec 2 degrés, 4 degrés et jusqu'à 10 degrés à la fin du siècle supplémentaires. Et voilà, moi, je comprends bien les réticences à réfléchir à des modes de production et de travail plus proche du système communiste. Je comprends absolument quand on me dit que ça n'a pas fonctionné et que c'est pas ce qu'on veut. Néanmoins, d'un point de vue des oppressions, des inégalités qui s'instaurent entre les pays du Nord et les pays du Sud, je pense que même si on se dit voilà, il faut que les pays pauvres puissent continuer d'avoir une croissance pour arriver à un niveau de pauvreté qui soit le plus bas possible, en réalité, tant qu'on continue à maintenir ce système de production du Sud pour les pays du Nord, parce que finalement, ce système économique, même s'il était conservé que dans le Sud, je ne vois pas trop comment ça fonctionnerait déjà, parce qu'on est dans un monde globalisé. Eh bien, moi, je pense que continuer dans cette voie-là, c'est en fait consciemment admettre et accepter une forme d'injustice sociale et d'oppression et surtout d'exploitation en fait des uns par les autres.
Et voilà, donc moi je ne dis pas qu'il faut prendre les systèmes économiques communistes tels qu'ils étaient en RSS ou en Chine aujourd'hui, mais en tout cas continuer à réfléchir à des alternatives et puis pas le rejeter en bloc, voir comment on peut l'améliorer, parce que je pense que c'est un système qui est plus juste. Après, on connaît toutes les dérives autoritaires qu'elles peuvent avoir, mais c'est aussi au peuple après de s'assurer qu'on continuera à avoir voix au chapitre une fois que ce serait instauré, par exemple. Voilà. Enfin, c'était mon point de vue. Je pense que c'est super qu'on mette le doigt sur tous les problèmes comme l'a fait Clément, et je pense que là, c'est rassurant de voir qu'on est de plus en plus nombreux à pouvoir avec précision mettre le doigt dessus. Mais il faut vraiment maintenant qu'on réfléchisse aussi à un modèle en fait qui permettrait de sortir de ces incohérences, et je pense qu'il faut qu'on le fasse avec un mode d'emploi, quelque chose de très concret, et je pense que ça passe par un système économique et politique qui irait de pair. Mais voilà, c'est juste mon opinion. Merci Oksane. À moins que Clément ait un besoin urgent d'intervenir maintenant, parce que j'ai plusieurs questions et commentaires. D'abord, Enrique, dans l'ordre donc. Enrique, Federica, Ursula et ensuite Cécile. C'est ce que j'ai noté, même s'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. En tout cas, tout se rejoint. Enrique, tu veux poser ta question? Merci. Je trouve cette discussion très intéressante et je remercie Clément pour l'introduction. Oui, je pense que définitivement il faut changer, il faut faire quelque chose, et qu'il faut au gouvernement, aux entreprises, aux individus, aux institutions de tout genre de faire quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui ont été faits. Par exemple, vous avez écouté hier la solution à Air France par le gouvernement français. Le gouvernement a posé une condition. Air France doit stopper les vols courriers de courte distance. Clément propose aussi taxer les produits non biologiques pour diminuer la distance de prix de produits biologiques et non biologiques. Je pense qu'il faut penser à des mesures dans tous les ordres et dans tous les niveaux. Je pense que la plupart devra être pris par les gouvernements, mais aussi par les entreprises. Et dans ce domaine des entreprises, je pense au modèle qui vient d'être proposé à travers le forum de Davos, le forum économique mondial, aux entreprises du monde. Changer le modèle aux objectifs des entreprises, qui jusqu'au moment, les objectifs des entreprises sont centrés sur les profits, la productivité, la croissance, etc. Il faut penser aussi à tous les partenaires des entreprises, pas seulement les fournisseurs d'argent, des investisseurs, mais aussi les travailleurs, mais aussi les fournisseurs des ingénieurs, des directives, des fournisseurs de spécialistes, des produits, de matières premières, etc. Et aussi considérer l'environnement, que les entreprises sont responsables pour prendre soin de l'air, de l'eau, de la terre, de tout ce qui est autour ou qui dépend de l'entreprise, soit pendant la production ou avant la production ou après la production. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Federica, tu voulais peut-être revenir sur une question qui te tenait à cœur? Oui, parce que je pense que, bon,
est-ce que je vois quand tu aussi, Manuela, quand tu parles du fait qu'en Amérique latine, il y a beaucoup de pays qu'ils sont encore en train de chercher d'atteindre la croissance idéale pour soutenir sa population. Et ça, c'est les mêmes, ça se passe en Afrique, les mêmes, ça se passe en Asie. Donc, moi, je suis en train de penser, bon, si cette personne qui vit dans les pays moins développés ont la nécessité d'atteindre ces niveaux, que c'est le niveau qu'on a déjà. Donc, il faut qu'ils travaillent beaucoup plus que nous. Ils sont déjà en train de travailler beaucoup plus que nous. Donc, comment ça va être éthique? Comment est-ce qu'on peut les considérer éthiques quand on arrête de travailler pour avoir une qualité de vie plus haute, mais aux dépenses des autres qui sont dans les pays moins développés? Et j'étais aussi en train de regarder maintenant un papier qui avait écrit un monsieur qui était là la dernière fois, David Dror, qui a écrit le papier sur la microassurance. Donc, je suis en train de regarder, je me suis intéressée la dernière fois, je suis en train de regarder ça. Je ne sais pas si vous savez un peu plus sur le thème, mais je pense que c'est intéressant aussi comme une alternative à la question de le salaire universel, de basic income. C'est une question super grande. Moi, bon, je suis personnellement en faveur de ça, mais je sais qu'il y a beaucoup des visions très différentes sur les thèmes. Donc, peut-être qu'il y a des solutions alternatives. Et moi, j'aimerais aussi parler un peu des solutions parce que oui, on a tout. Bon, l'idée, c'est là. Je pense que personne ici n'est un staccanoviste, quelqu'un qui aime seulement travailler. Moi, beaucoup de personnes que je vois ici sont des personnes très passionnées sur son travail, qui travaillent plus des heures qui sont nécessaires. D'où, bon, c'est pour sa passion, pas pour les salaires ou pour les heures qu'ils doivent faire, en fait. Donc, est-ce qu'on peut parler aussi des solutions, non seulement de ce qu'on aimerait? Oui. Merci. Oui, Federica, oui, je vais donner de nouveau la parole à Clément. D'une part, sur la question du salaire universel, qui rejoint aussi une préoccupation d'Ursula, qui l'a noté dans ses commentaires. Et puis, tout de suite après, je vais donner la parole à Cécile sur une question beaucoup plus large, qui est celle des inégalités à l'intérieur des pays et entre les pays. C'est notre fameux objectif du développement durable numéro 10. Qui est pour moi, je vous le dis tout de suite, beaucoup plus important que tous les autres en ce moment, plus que jamais. Et pour moi, le reste des débats passe en seconde position après avoir abordé celui-là. Clément, la parole à toi sur le revenu et d'autres questions si tu veux. Oui, merci Manuela. Oui, alors il y a eu des interventions très intéressantes et notamment j'ai lu un commentaire de Oxane et puis auquel je pensais aussi, c'est qu'en fait aujourd'hui les pays en voie de développement, ils travaillent essentiellement pour notre croissance à nous, les pays développés. Ils construisent nos voitures, nos téléphones, ils produisent nos vêtements, etc. Alors que s'ils travaillaient pour leur propre croissance, bah, ils auraient besoin de moins travailler pour augmenter leur niveau de vie. Et ça, c'est une réalité, bah, bien sûr. Donc voilà, enfin, je veux dire, les Chinois, ils travaillent pour qui? Ils travaillent aujourd'hui pour les Européens, pour les Américains. Et certes, ça contribue au développement de leur pays. Mais si tout ce travail, toutes ces heures d'effort qu'ils mettaient pour construire leur propre pays, ça fait longtemps qu'ils seraient un pays développé aussi. Et ça, j'ai pas les données pour le prouver, mais ça me semble évident. Après, il y avait un autre commentaire aussi. Alors oui, le revenu universel. Ce revenu universel, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à cela. Parce que moi, je ne suis pas tout à fait pour l'idée je te donne des sous et puis fais ce que tu veux. Parce que ça pourrait engendrer beaucoup de conséquences non voulues, à mon avis. Mais voilà, pour moi, tant qu'une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il contribue à l'amélioration de la qualité de vie de la société, il a le droit à un revenu correct et suffisant pour vivre. Et on voit aujourd'hui le débat sur les infirmières et les caissiers qui sont sous-payés, mais qui sont ceux qui aujourd'hui font vivre notre pays. Alors qu'il y a des actionnaires qui touchent des sous sans lever le petit doigt, juste parce qu'ils ont investi à un endroit. C'est-à-dire ça, c'est complètement incohérent. Et
Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je me pose beaucoup de questions. Oui, Ursula, en relation avec cette question, disait que la microtaxe sur les transferts d'argent permettrait de financer le salaire universel et la spéculation serait aussi plus taxée, ce qui nous permettrait également d'avoir une source de financement sur le revenu universel. Sur ce sujet, si vous permettez, je voudrais également rappeler que justement, il y a 3-4 jours, le directeur général de l'OIT, Monsieur Guy Ryder, s'est prononcé d'une façon très claire sur cette histoire du salaire universel et il est bien passé pour le faire, je pense, en disant oui, très bien, dans une situation d'urgence, c'est effectivement une situation qui mérite ce genre de réponse de salaire exceptionnel, mais ne prenez pas ça comme étant quelque chose qui puisse être soutenu et puisse être valable du point de vue du développement à long terme. Parce que ça introduit une distorsion dans ce que Clément vient de mentionner, la distorsion entre le travail et la production et le développement. Clément, je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à ajouter sur ce sujet. Sinon, Cécile, j'aimerais bien qu'elle nous élargisse un peu le panorama. Oui, alors, élargir le panorama, je ne sais pas si j'y arriverai, mais ce qui me semble être la question finalement la plus importante, c'est celle de la répartition des richesses. Parce que le constat que l'on fait, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de richesses produites dans le monde que maintenant. Ce qui est important, bien évidemment, parce que le facteur démographique dont nous parlait Alejandro en expert, c'est un facteur extrêmement important qu'on ne peut pas négliger. C'est un fait que un pays comme la Nouvelle-Zélande, où moi aussi j'ai eu le plaisir d'aller et que j'ai trouvé absolument extraordinaire, est encore un pays béni dans la mesure où il n'y a pas justement de pression de la population sur les ressources du pays. Il y a plus de pression du bétail en fait que de la population. Mais c'est vrai que si on regarde au niveau global et même au niveau des pays, les richesses qui sont produites, moi ce qui me frappe énormément, c'est justement l'inégalité croissante dans la répartition de ces richesses qui entraîne tous les abus et toutes les dérives dont on est en train de parler. Et pour moi, alors je ne suis pas économiste, donc je n'ai pas, si vous voulez, la réponse à ce genre de questions, mais je sais qu'on y réfléchit beaucoup. Quel serait le modèle de croissance qui pourrait être proposé et qui serait à la fois une croissance plus équitable et aussi, et ça c'est le point que Vlasta a soulevé, on avait une petite discussion bilatérale tout en écoutant les commentaires généraux. L'ODD 10, Manuela, je suis entièrement d'accord avec toi, pour moi c'est le plus important. Il y en a un auquel je tiens beaucoup aussi, c'est l'ODD 12. Et notamment cette problématique de la consommation. Le fait que actuellement, comme tu le disais Clément, et on le vit tous, la croissance économique dont on parle et qui permet justement de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté, elle repose sur une consommation de plus en plus effrénée et de moins en moins durable. Alors, et qui a un impact évident sur l'épuisement des ressources de la planète et l'exploitation du travail. C'est clair que quand on achète tous les 15 jours des vêtements à H&M ou Zara, pour ne pas les nommer, parce que c'est pas cher, parce que c'est joli, on est en mode consommation pour le plaisir de consommer, sans réfléchir suffisamment justement à un autre type de consommation. Donc je pense que l'ODD 10 donc sur cette problématique des inégalités et l'ODD 12 sur la nécessité de repenser la consommation, et donc Oksane est partie, mais quand elle parlait aussi de la nécessité pour chacune et chacun d'entre nous de nous faire entendre et de jouer un rôle, je pense qu'en tant que consommateur, on a une voix extrêmement puissante à faire entendre. Donc c'est ça les questions que je me pose. Je pense que c'est ça aussi les questions qui sont posées par l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Voilà.
Clément, des commentaires sur ce sujet? Vas-y. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. C'est clair que cette question d'inégalité, elle est vraiment centrale. Et là, à l'instant, je regardais encore. En 2019, c'est les 26 personnes les plus riches au monde qui détiennent la moitié des richesses de l'humanité. Et ça, enfin, ça n'a aucun sens. Et je l'ai redit beaucoup de fois, ça n'a aucun sens. Mais il va bien falloir qu'on l'entende pour que ça change, j'imagine. Et régler ce problème des inégalités, je sais qu'il est très compliqué parce que, par exemple, quand un pays essaye de mettre en place des taxes très élevées pour ceux qui gagnent beaucoup, ces gens qui gagnent beaucoup, ils s'en vont dans d'autres pays où c'est pas taxé. Donc là, il y a un problème qui pour moi, ne peut être résolu que si tout le monde fonctionne d'une même voie. Mais c'est clair que c'est le problème majeur et si ce problème était réglé, la société irait beaucoup mieux. Alejandro, tu avais une question ou un commentaire en connexion avec ce qui vient d'être dit? Oui, en connexion à ce que Cécile vient de dire, parce que moi, j'aime les mathématiques, mais j'ai les moyennes. La moyenne des revenus de Bill Gates, entre Bill Gates et moi, ça ne vous donne pas une idée ni des mes revenus, ni des ses revenus. Et le PIB par habitant, ça ne dit rien pour la plupart des pays. Dans la plupart des pays dits développés, dans la plupart des pays dits sous-développés ou moins développés, je trouve des poches très très riches, des poches qui sont des Beverly Hills dans les deux types de pays, et des poches qui s'assimilent plutôt à Calcutta, dans le pays développé. Alors, ce que Cécile vient de dire, les inégalités à l'intérieur des pays, c'est vraiment très préoccupant. Surtout qu'il n'y a pas d'acquis. Moi, je vois des signes vraiment très dangereux dans beaucoup de pays avec l'étiquette développée, que je suis sûr qu'ils sont en train de se sous-développer. Son pays en voie de sous-développement s'ils ne font pas les bons choix. Alors, la question n'est pas acquise. Et pour moi, la question de la solidarité entre les pays, on a vu maintenant, avec la crise en Europe, les 28 pays, les 27, ne se sont pas mis d'accord pour la politique sanitaire. Et c'était la vie ou la mort. Alors, je vois mal comment est-ce que la solidarité entre les pays, et même ceux qui sont lointains, même avec les voisins, c'est dur. Les lointains, c'est très, très dur. Et cette conscience que j'assimile toujours les questions de l'environnement au Titanic. Il y a le Titanic, il va couler, nous sommes tous dans le même bateau, mais ceux qui sont en première classe, ils sont toujours contents parce que les violons continuent à jouer. Ceux en deuxième classe, c'est pas si mal que ça. En troisième classe, ils se plaignent toujours du service, mais ils vont tous couler. Alors, peu importe le PIB maintenant de chacun des pays, dans 10 ans, dans 20 ans, pour nos enfants, nos petits-enfants, le Titanic écologique est là pour tout le monde avec des conséquences dramatiques. Et je ne vois pas qu'il y ait une conscience dans les gouvernements et dans le peuple de cette sorte de, c'est pas esprit de survie, c'est pas de la générosité, c'est presque pas de la solidarité, c'est d'un esprit de survie collective. Maintenant, il y a un esprit de survie individuelle et de vivre bien individuellement. Je regardais hier une interview du secrétaire général des Nations Unies de M. Guterres sur CNN d'il y a à peu près un mois et demi, où il essayait de faire passer le message à la journaliste de CNN qui ne comprenait absolument pas. Et le message était tout simple, il disait, voilà, la solidarité internationale dans une période de crise en ce moment, comme dit Alejandro, elle est manifeste, elle est nécessaire, elle est manifestement nécessaire, surtout parce que c'est dans l'intérêt des propres pays riches de ne pas couler avec tout le monde et que ce serait dans leur propre intérêt de le comprendre, de comprendre cette nécessité, donc leur propre survie et pas seulement la survie des troisième classes tout en bas de Titanic. Mais croyez-moi, la journaliste ne comprenait absolument pas ce qu'il était en train de dire. Quelque chose d'aussi simple, ça ne lui rentrait pas dans la tête, cette interdépendance de la survie et des nécessités. Bon, d'autres commentaires ou d'autres questions? Il y a Ursula qui nous dit qu'on ne consomme pas seulement pour le plaisir, mais aussi parce qu'on est fortement influencé par la publicité constante. Oui, ça.
effectivement, le rôle de la publicité n'est pas négligeable dans cette histoire de production-consommation, modèle de production et consommation surtout. Qu'en penses-tu, Clément? Faudrait interdire la publicité? Il y a Enrique aussi qui voudrait intervenir. Enrique? Oui, merci. Concernant les grosses fortunes ou les grands fortunés du monde, est-ce que l'impôt n'est pas suffisant pour faire quelque chose dans ces domaines, les mécanismes des impôts? On voit qu'il y a des personnes richissimes qui en même temps sont très généreux et qui, en addition de payer les impôts, ils font des donations très importantes pour améliorer les choses dans le monde. Mais en même temps, on voit qu'il y a des corporations, des entreprises qui font tout pour payer de mois en mois. Par exemple, les grandes compagnies de l'Internet qui se situent en Irlande pour payer très peu d'impôts. Alors, ce sont des choses qu'il faut que le gouvernement et les institutions doivent régler, hein. Hier, j'ai vu, j'étais très intéressé de voir que l'Union européenne a récolté 7 400 millions d'euros pour lutter contre le Covid. Alors, je ne sais pas quelle est la solution concernant les grandes richesses, parce qu'il y a aussi derrière les grands cerveaux, les créateurs d'entreprises, qu'il ne faut pas les tuer. Clément, une réflexion sur tout ça? Cette question des impôts, c'est clair que comme j'en ai un peu touché avant, elle n'est pas évidente. Moi, je sais qu'en France, notamment, il y a quelques années, ils avaient essayé de taxer les grosses richesses à 75%, et puis du coup, beaucoup d'entreprises et de gens qui gagnaient beaucoup menaçaient de partir du pays, et puis au final, ça fait fuir la richesse ailleurs. Donc effectivement, cette question d'imposer les plus riches, elle est nécessaire, mais je ne sais pas comment la mettre en place du mieux. De nouveau, s'il n'y a pas une certaine cohérence au niveau de l'Europe, au niveau du monde même, c'est difficile à mettre en place. Cette idée, ce commentaire-là, j'ai beaucoup aimé. On consomme pas seulement pour notre plaisir, mais parce qu'on est fortement influencé. Ça, c'est évident, hein. La société, elle nous crée des besoins qu'on n'a pas. Et quand on sort un peu de ce système, moi, je sais qu'à chaque fois que je vais m'acheter des vêtements, je réfléchis à 2 fois. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou alors, parce que voilà, je sais ce qu'il y a derrière. Il y a 100 litres d'eau utilisés pour un t-shirt. Il y a un petit Vietnamien qui va être payé $1 la journée. Enfin, je veux dire, donc c'est clair qu'on nous crée des besoins qu'on n'a pas. Parce que changer de téléphone chaque année, si nos téléphones ils étaient construits de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'obsolescence, on n'aurait pas besoin de les changer chaque année. On changerait juste la batterie une fois tous les 3 ans, et puis ce serait suffisant. Qu'est-ce qu'on a besoin de la 5G qui va nous faire charger une page 1/1000 de fois plus vite que la 4G? Enfin, je veux dire, tout ça n'a aucun ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune cohérence et ça ne nous apporte aucun bien-être, aucune satisfaction profonde. Oui, ce sont les entreprises dans un système capitaliste qui ont besoin de faire croître le marché, sans quoi ils s'arrêtent. Donc, la logique, elle est là, elle est uniquement là. Mais de nouveau, c'est lié au modèle. Donc, on est en train un petit peu de fermer le cercle du raisonnement, si je veux dire. Mais sûrement pas des solutions. Mais du côté des solutions, est-ce que, on en a abordé plusieurs, d'une façon ou d'une autre, le salaire universel, la croissance qui n'est évidemment pas suffisante. Pour moi, là, de nouveau, j'insiste, mais je suis sûre que pour moi, la question des inégalités entre les pays à l'intérieur des pays va devenir de plus en plus ces prochaines années, ces prochains mois même, beaucoup plus évidente au niveau de la réflexion de tout le monde, au niveau des décisions politiques qui doivent être prises. Et de ce côté-là, moi, j'aimerais voir beaucoup plus d'activistes dans les rues,
en train de lutter contre les inégalités, ou en tout cas autant que ceux qui s'occupent de l'environnement. Et je ne les vois toujours pas, ces gens-là qui descendent dans la rue avec un panneau luttons contre les inégalités. Ça peut être au niveau local comme ça peut être au niveau global. J'aimerais mieux que ce soit au niveau global d'abord. Mais Clément, est-ce que tu penses descendre dans la rue un de ces jours avec un panneau de ce genre? Là, je t'accompagne tout de suite. Là. Alors, j'y réfléchissais là justement. Et puis, comment est-ce que l'individu, dans son comportement tous les jours, peut lutter contre l'inégalité? Je ne sais pas si tu as une réponse pour moi, parce que pour l'instant, je n'en ai pas. J'y réfléchis. Hein. Oui, en votant pour les bons politiciens, oui, c'est déjà un premier pas. Pour ne pas choisir des gens incompétents, c'est déjà un premier pas. C'est des gens honnêtes, c'est aussi un premier pas. Mais surtout des gens qui savent quelles sont les bonnes politiques. Dans les pays en développement, c'est vraiment une question évidente de choix de politique et tout dépend du gouvernement qu'on a choisi. Ce sont des démocraties très souvent et voilà, le point de départ au niveau individuel, il est là. C'est pas le seul, hein, bien sûr. Oui, alors c'est clair en allant voter, on a un grand pouvoir, c'est sûr, mais en France, par exemple, c'est qu'une fois tous les 5 ans. Et encore, je veux dire, même avant que l'élection commence, on sait qui va être élu parce que les masses décident. Je peux vous dire que je vais pas donner mes opinions politiques ici. Mais voilà, on sait bien qu'aujourd'hui, ceux qui veulent régler les problèmes sur le long terme, ils sont pas élus. Parce d'autres sont élus, ceux qui prônent la croissance économique, le développement économique. C'est eux la réduction du chômage, qui n'est d'ailleurs pas du tout liée à la croissance économique. Donc voilà. Mais c'est clair que, voilà, après, je réfléchissais plus en termes d'action au quotidien. Par exemple, quand je pense à l'environnement, moi, je sais qu'au quotidien, je peux faire beaucoup, même si des actions du gouvernement engendreraient certaines, pourraient appuyer ces actions de manière plus forte. En termes d'inégalité, à part refuser de gagner moins ou ne pas chercher à gagner plus, je ne vois pas comment. Enfin, je pense qu'il doit pas y en avoir, à moins que. Voilà, j'en vois pas comme ça. Sur un sujet parallèle, mais qui y est tout de même, Ursula nous fait noter que la grève des femmes était un bel exemple de lutte contre l'inégalité et qu'il y avait beaucoup de personnes dans les rues. Ce qui démontre que, bon, quand une cause est bien comprise par l'opinion publique, elle génère automatiquement des réactions spontanées comme celles qu'on a vues pendant la grève des femmes. Il faudrait peut-être appliquer le même genre de comportement aux inégalités entre les pays, à l'intérieur des pays, par exemple, en matière de mobilisation sociale, je veux dire. Clément, qu'en penses-tu, c'est faisable? Oui, c'est juste. Et puis, en disant ça, ça m'a fait penser au mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu en France là ces derniers mois. Ça s'est arrêté maintenant, mais la question de l'inégalité, elle est souvent sous-jacente à beaucoup de débats qu'il y a et beaucoup de revendications. Et c'était notamment le cas des Gilets jaunes, où on voit les gens qui aujourd'hui, à cause d'une taxe carbone qu'ils voulaient mettre en place, ne pourraient plus vivre tout simplement, alors que d'autres continuent à gagner beaucoup. Et donc ça, c'est un mouvement qui, par exemple, cherchait à dénoncer l'inégalité. Voilà. Oui, effectivement, même si c'était une revendication, une mobilisation très franco-française, je dois dire. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est déjà un début. D'autres commentaires ou d'autres questions? Oui, Alejandro, oui. Oui, désolé de revenir, mais vraiment, la discussion m'invite à soulever d'autres points. Il y en a un acteur que personne mentionne, et je ne le vois pas trop visible même dans l'objectif de développement durable, c'est le secteur financier. Parce que le secteur financier global, qui n'a que pour objectif le profit, qui n'a pas de barrières, qui n'a pas de frontières, où la démocratie ne marche pas, ils sont très contents, ils bougent les capitaux d'un côté à l'autre, où c'est plus rentable, et ils laissent le gouvernement s'occuper des gilets jaunes ou s'occuper des manifestations, parce que les manifestations vont contre le gouvernement. Mais la plupart des
des grandes boîtes financières ont beaucoup plus d'argent que la plupart des pays. Et même dans les grands pays, ils sont très influents. On voit qu'ils sont invités au palais. À Versailles, le président Macron ne s'est réuni pas avec les petits commerçants. Il s'est réuni avec Google, Amazon et les autres qui ont des milliards et des milliards et des milliards. Et eux, ils sont quand même partie de l'économie. Mais le secteur financier, les bourses, qui nous font peur quand ils tombent, et tout le monde s'angoisse. Mais si la plupart des gens n'ont pas d'argent dans la bourse, et ils ne répondent pas ni à la démocratie, ni aux élections, ni au temps, ni au climat, ni à rien. Il faudrait trouver un moyen pour que le secteur financier soit aussi mis dans les objectifs de développement durable, plus explicitement. Il y est en partie, Alejandro, mais en partie seulement dans le 17, dans la mesure où, et ça c'est grâce à la CNUSET, désolé pour la propagande, qu'on a réussi à introduire depuis les MDGs, la petite notion qui est cruciale que l'environnement économique interne est forcément lié à l'environnement économique extérieur pour le développement de tout pays et que dans ce cadre, le secteur financier et l'accès au marché de capitaux est absolument fondamental et a une responsabilité fondamentale. Mais malheureusement, on n'a pas pu politiquement pousser plus loin que ce genre de raisonnement, de constatation en fait. Et par exemple, il n'y a pas d'indicateur qui mesure le comportement économique et encore moins éthique du secteur financier au niveau global. On n'en est pas encore là, mais on va y arriver. Je suis sûre que c'est par le biais de l'ODD 10, de la discussion sur les inégalités, qu'on va arriver à une prise de conscience sur le rôle du secteur financier au niveau global et pas seulement au niveau interne. Inch'Allah. Inch'Allah, oui, effectivement. Mais oui, c'est peut-être pas pour notre génération. Je crois que nous, on ne sera pas dans les Great Talks à ce moment-là. C'est pour les Great Talks de Clément et de ses enfants. Mais Manuela, il y avait dans la journée du multilatéralisme, c'était il y a 2 semaines. Oui. Et moi, j'avoue aussi un webinaire avec Guterres aussi. Et il y avait aussi un représentant d'une banque. Maintenant, j'étais en train de chercher. Mais bon, ils étaient en train de parler comment ils vont utiliser aussi les nouveaux fonds qu'ils ont établis pour le coronavirus. Donc, moi, j'avoue qu'il y avait, c'était la première fois que j'avais vu dans un débat comme ça, un représentant d'une banque. Donc, moi, j'étais surprise positivement parce que au moins, dans les discussions financières, au moins maintenant, ils sont là. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Il n'y a qu'à voir à Davos, ça fait une bonne trentaine d'années qu'ils sont là. Évidemment, ils ne choisissent pas tous les scénarios. Ils sont là où ils veulent bien se montrer parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas d'être attaqués quant à leur image et leur politique. Aux Nations Unies, nous avons plusieurs instances où le secteur financier est invité. La CNUSET, mais pas seulement. La conférence du financement sur le développement également. Ça fait une bonne vingtaine d'années ou plus où on les met en première ligne, où ils sont presque, je dis pas protagonistes, mais enfin ils sont là. Mais le fait est que c'est leur rôle en tant qu'acteur économique qu'il faudrait effectivement revoir, de nouveau au niveau global et au niveau interne. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que si vous avez remarqué ces derniers jours, semaines, ce sont les bourses, avec quelques petits bas du côté européen, mais les bourses au niveau surtout des États-Unis qui ont gagné de l'argent. Donc, ce sont les premiers gagnants de cette crise, gagnants au niveau financier, ce sont les banques, les grands acteurs financiers mondiaux, oui. C'est un peu un paradoxe aussi d'ailleurs. Hein. C'est un paradoxe un peu indécent, mais c'est ce qu'on a. De nouveau, c'est une question de modèle, c'est une question de repenser le rôle de chacun, de responsabilité, voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires urgents, mais je crois qu'on arrive à peu près à notre horaire plus ou moins habituel. Et je te repasse la parole, Alejandro, pour conclure. Bon, merci beaucoup, Manuela. Merci beaucoup à toi, Clément, pour nous avoir motivés à partager toute cette information avec nous.
C'est clair que c'est une discussion qui pourrait prendre des heures et des journées, mais tu l'as très, très bien lancé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les participants fidèles et s'il vous plaît, partagez les liens à Great Talks pour pouvoir visionner ceci avec vos collègues qui n'ont pas pu le voir. Il me semble qu'une suite de la discussion d'aujourd'hui aura lieu le 12 mai, quand on aura le secrétaire général de la Sécurité sociale, de l'Association internationale de la sécurité sociale, M. Marcelo Caetano, qui va discuter du rôle de la sécurité sociale et de la protection sociale, en particulier dans des situations de crise. Et il se demande si, de la même façon que pour l'environnement, cette crise ne peut être un déclencheur d'une nouvelle vision sur la sécurité sociale. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Rendez-vous peut-être le 12 mai à 17h sur Great Talks. Merci et bon après-midi à tout le monde. Ciao.